Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo sur les pervers. Souvent, quand on s'intéresse au sujet des pervers et des manipulateurs en général, on nous reproche au bout d'un moment d'en voir absolument partout, ce qui n'est pas tout à fait faux puisqu'il y a une sorte de déformation qui finit par intervenir, hein. Et voilà. Et effectivement, il faut éviter de voir à tout prix des pervers dans toute personne qui nous pose problème et essayer de voir, au lieu de chercher, de tenter de confirmer une hypothèse, l'hypothèse étant cette personne est perverse, il faut non pas essayer de la confirmer, mais de l'infirmer, et c'est la méthode scientifique qui veut ça en fait, hein. Sinon, on va réunir les éléments qui vont dans le sens de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, et notre analyse ne sera pas juste, pas valide. Alors, pour vous parler de ce sujet, pour voir comment on peut analyser une situation face à une personne que l'on suspecte d'être manipulatrice ou perverse, je vais essayer de vous donner quelques éléments, mais ce ne sont pas des éléments inspirés, si vous voulez, de grands courants théoriques ou quoi que ce soit. Non, c'est surtout le bon sens. Et c'est un raisonnement qui prendra en compte aussi bien la victime, entre guillemets, que la personne qui est à l'origine du problème. Et aussi, elle va prendre en compte euh, les caractéristiques personnologiques de chacun et le contexte. Ça, c'est très important, le contexte dans lequel se passent les choses, hein. Alors voilà, je vais prendre une situation, vous allez comprendre. Vous êtes en train de discuter dans une pièce. Dans cette pièce, il y a 3 personnes. Il y a vous, il y a votre interlocuteur et une personne qui, pour le moment, observe la scène. Elle est là parce qu'elle a un travail à faire dans cette pièce. Alors, vous discutez d'un sujet. Tiens, je vais prendre, par exemple, la danse gymnique. Alors, votre interlocuteur vous explique qu'elle voudrait faire pratiquer la danse country, et vous lui dites, mais non, non, franchement, tu devrais plutôt faire de la Zumba. Pourquoi? Parce que la Zumba, tu peux innover sans arrêt, les pas sont infinis, il y a une infinité de combinaisons possibles, alors qu'à la country, c'est beaucoup plus limité. Mais à aucun moment, attention, vous ne dites, la country, c'est nul. Vous dites simplement, j'aime la country, je l'ai pratiquée finalement, hein, puisque voilà, je l'ai vu danser, mais je préfère la Zumba pour telle et telle raison. Alors, la personne qui était dans la pièce, qui est dans la pièce et qui ne parle pas pour le moment, va écouter tout ça et va vous reprocher de ne pas assez prendre en compte le point de vue de votre interlocuteur et d'imposer votre point de vue, et en disant, en gros, elle vous reproche de dire que la country, c'est nul, chose que vous n'avez pas dite, hein, ni entre les lignes, ni en vrai. Voilà. Après, vous avez été emporté par votre enthousiasme, et c'est vrai que vous n'avez peut-être pas assez écouté votre interlocuteur, mais ce n'était pas malveillant, vous étiez enthousiaste, et vous aviez finalement envie de montrer que vous pratiquiez une activité qui vous plaît. Alors, donc, à la suite de ce problème, comment vous réagissez? Eh bien, vous expliquez à la personne donc qui vous a fait ce reproche que vous avez exprimé, puisqu'elle vous a reproché de ne pas, de juger finalement la danse country comme étant nulle. Mais ce qui n'est pas ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit que c'était nul, hein. Vous avez dit que vous préfériez autre chose. Voilà. Ou alors vous avez mal parlé et vos mots ont dépassé votre pensée, ce qui peut arriver aussi, hein. Alors, vous êtes parti. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte que toute discussion ne servirait à rien, que ce serait stérile, que vous n'allez pas aboutir. Vous partez parce que vous ressentez un malaise et que vous ne voulez plus ressentir ce malaise. Et vous partez aussi pour fuir une sorte de danger. Vous vous êtes senti en danger, à tort ou à raison, hein. Mais ce qui est vrai, c'est quand même qu'il y a un malaise, hein, quelles que soient les causes. Que la personne en face de vous soit gentille ou pas, il y a un malaise. Voilà. Et vous n'avez plus
chose plus grave finalement, envie de communiquer à nouveau en profondeur avec la personne qui vous a critiqué, qui vous a fait cette remarque. Vous n'avez plus envie, vous êtes bloqué et pendant des semaines et des semaines, vous ruminez cette situation. Voilà pour l'essentiel de ce que vous avez ressenti et fait. Alors maintenant, on va se centrer sur celui ou celle qui vous a dit cette phrase désagréable, hein, enfin, que vous percevez comme désagréable du moins. Déjà, première question à se poser, est-ce que c'est quelqu'un qui est coutumier du fait? Est-ce qu'il produit souvent ce type de comportement? Est-ce que c'est fréquent? Quelle est l'impression que vous en avez globalement de cette personne, de cet individu? Alors, il se trouve que c'est quelqu'un qui produit effectivement de façon ponctuelle des remarques un petit peu désagréables, mais pas souvent et sans s'en rendre compte sans doute, en voulant bien faire, puisque vous savez qu'il y a une attitude un petit peu, moi je trouve ça un petit peu cucul-à-praline, hein. Ça part d'une bonne intention, mais c'est un peu stupide. C'est-à-dire que on vous raconte, on vous serine qu'il ne faut pas dire « Ah ben ce tableau est nul, ce roman est nul », il faut dire je n'aime pas, mais je comprends qu'on puisse aimer, je n'ai pas le droit de juger ». C'est un peu niais, moi je trouve qu'il y a quelque chose de niais là-dedans. Bon, il est vrai que c'est très bien, ça part d'un très bon principe, à savoir que on peut très bien mésestimer un tableau, une sculpture, une œuvre littéraire, parce qu'on ne s'y connaît pas suffisamment, parce qu'on n'est pas assez calé dans le domaine, on n'a pas été formé. Et effectivement, face à certaines choses, on est démuni et on dit c'est nul, mais parce qu'on ne connaît pas. Et alors, par exemple, je prends un exemple du nouveau roman. Moi, je n'aimais pas le nouveau roman. J'avais lu La modification de Michel Butor quand j'étais en classe de première, et je n'avais pas vraiment aimé, pas compris l'intérêt de ce genre de livre. Bon. Par la suite, j'ai repris le nouveau roman récemment avec Le Labyrinthe d'Alain Robbe-Grillet et j'ai vraiment adoré ce genre de choses. J'ai vraiment trouvé que c'était extrêmement intéressant cette manière d'écrire, hein. Bon, je prends donc un adepte du nouveau roman qui s'y connaît vraiment. Moi, ce n'est pas encore mon cas, hein. J'en ai lu qu'un ou deux, j'en ai eu deux en l'occurrence, mais il y a longtemps, j'ai eu l'autre, le premier, de celui de Michel Butor, et quelqu'un qui s'y connaît à fond. Là, il aura étudié ça en long, en large. Il va être capable de dire si un roman qui appartient au genre du nouveau roman est bon ou pas bon. Et son point de vue peut aboutir à c'est très mauvais. Et là, il aura raison. Voilà ce que je veux vous dire, c'est que il y a effectivement des œuvres nulles qui sont très mauvaises, mais avant de dire c'est nul, effectivement, il faut s'y connaître un petit peu. Mais il faut arrêter de proférer ces propos clientélistes, je ne sais pas comment les démagogiques, parce que il y a effectivement des œuvres qui sont nulles, hein, ça arrive. Ce n'est peut-être pas courant, mais ça arrive, ça peut arriver. Voilà. Bon. Et donc, il y a peut-être cette tendance chez cette personne, et ça lui donne un petit côté peut-être moralisateur, pénible, lourd, assez agaçant, quoi. Voilà. Ensuite, il a produit la même chose, mais globalement, vous dites que c'est quelqu'un de bien quand même, puisque le positif l'emporte sur le négatif. Mais il y a eu quand même des moments où vous dites oh, « Ok, il m'emmerde celui-là, hein, voilà. » Alors, par ailleurs, avait-il aussi raison de dire cela, de vous faire ce reproche? Peut-être qu'il avait aussi raison dans le sens où vous êtes peut-être mal exprimé et vous avez adopté un ton trop dictatorial, trop péremptoire, trop sec, trop cassant, que sais-je encore. Voilà. Peut-être aussi que vous n'avez pas utilisé les mots qui auraient convenu pour faire comprendre votre point de vue. Alors, par ailleurs, cet homme-là subit-il l'influence de quelqu'un d'extérieur? C'est-à-dire que, ça c'est le contexte maintenant, hein, c'est l'entourage. Est-ce qu'il ne vit pas dans un entourage un petit peu pénible, gentil mais pénible, qui lui alourdissent la vie, qui le fatigue? Première question à se poser. Peut-être, dans le cas qui nous occupe. D'autre part, subirait-il l'influence d'une personne qui, elle, serait effectivement perverse, malveillante, qui l'aurait monté contre vous? Et ou alors qui aurait une personne bienveillante qui aurait dit du bien de vous, qui aurait mis en évidence, mis en exergue vos qualités, ça l'aurait agacé, rendu jaloux. Peut-être. S'est-il aussi mal exprimé? Peut-être n'a-t-il pas voulu être méchant, peut-être a-t-il utilisé des termes qui n'étaient pas ceux qu'il aurait voulu utiliser.
qui sait? Alors, toujours est-il que donc ce bonhomme-là a un côté je sais tout, qui est lié peut-être à un manque de confiance en lui, à un sentiment d'infériorité, quelqu'un qui se sent inférieur sur le plan physique, sur le plan intellectuel peut-être même, hein, à tort d'ailleurs, hein, certainement, et qui est peut-être aussi un homo refoulé. Je prends cet exemple parce que ça existe souvent, hein, des gens qui vous jalousent parce que vous faites des choses, vous assumez, etc. Il aura envie de danser, mais comme il est un homme hétéro, il ne le fait pas parce qu'un homme hétéro danse uniquement des danses de salon et uniquement quand il danse très bien, quand il est très doué. Quand il est moyennement doué ou pas très doué, eh ben il ne le fait pas. C'est pas dans les mœurs de beaucoup hélas, hein, je tombe pas dans les stéréotypes, rassurez-vous, malheureusement, hein, ce n'est pas quelque chose dans les mœurs des hommes hétérosexuels à l'heure actuelle, hein, de la plupart du moins. Ça change, mais ce n'est pas encore acquis. Voilà, donc il y aurait une forme de jalousie par rapport à vous qui osez faire des choses, par exemple, hein, voilà. Donc c'est un exemple que je prends, que vous avez pu rencontrer plus ou moins. Alors, par rapport à vous-même, bon, il se peut qu'il n'ait pas voulu, ce bonhomme-là, être méchant. Il se peut que vous ayez mal compris ses propos. Il se peut que vous ayez été vous-même maladroit et que vous ayez utilisé des termes inadéquats pour exprimer votre point de vue, votre préférence. Peut-être que ça n'a pas été compris, effectivement. Mais, il n'en demeure pas moins que, quelles que soient les causes de tout cela, le résultat est le même, enfin le même, peut-être pas, mais il y a quand même un résultat négatif pour vous, parce que vous avez ressenti un malaise. Et ce malaise que vous avez ressenti, même si les causes qui l'ont provoqué n'étaient pas réelles, j'ai envie de dire, enfin, n'étaient pas fondées, ce malaise, vous l'avez ressenti malgré tout, malgré vous. Même s'il y a, et peut-être aussi que vous l'avez ressenti parce que vous étiez vous-même fatigué, perturbé par votre environnement aussi, hein. Il y a ça qui peut également jouer. J'ai oublié une chose qui me vient à l'esprit maintenant, qui me semble importante, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de malveillance dans les propos même de cet interlocuteur, mais dans l'aspect non dit. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être même une fausse bienveillance. Rien n'est pire qu'une fausse bienveillance. Une fausse bienveillance, c'est par exemple quelqu'un qui vous dit « Oh mais je te dis ça, ces reproches, je t'ai fait dans ton intérêt. C'est pour toi que je dis ça. C'est pour que tu progresses, hein, c'est pas pour te casser. Hein. Je t'ai traité de déchet, mais ce n'est pas pour te déprimer, pas du tout. Hein. En te disant tu es un déchet, ça va te faire remonter la pente, hein, justement. Voilà. Il y a des gens qui vous tiennent ce genre de discours aussi. Hein. Ça peut être effectivement ça. Et vous posez la question, donc vous avez ressenti ce malaise, il y a ce malaise, mais en même temps, voilà. Et ça peut être aussi une des causes de tout ça, un malentendu générationnel et culturel, et ou culturel, les deux mêlés en général d'ailleurs. Hein. Peut-être que pour vous et pour lui, les termes n'ont pas le même sens du fait de la différence d'âge. Ça peut être quelqu'un de beaucoup plus âgé ou de beaucoup plus jeune, qui n'utilise pas les mêmes mots, qui ne s'exprime pas de la même façon, qui n'a pas vécu dans le même contexte, je dirais, culturel, quelqu'un plus cultivé que vous, moins cultivé, de même niveau, mais qui n'était pas, comment dire, dans le même état d'esprit et avec une famille qui l'a élevé différemment. Et ça a créé un malentendu. Enfin, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas savoir si la personne est nocive ou pas nocive, enfin perverse ou pas. En tout cas, ce que vous savez, c'est que vous avez ressenti un malaise, quelle qu'en soit la cause. Quelle qu'en soit la cause, vous avez ressenti un malaise, et à partir de là, que la personne soit perverse ou pas, il ne faut pas essayer de démontrer qu'elle est perverse, il ne faut pas faire ça, il faut essayer au contraire d'invalider cette hypothèse, si on veut vraiment être objectif, hein. Mais quoi qu'il en soit, il faut vous éloigner de cette personne. Si vous ne pouvez pas vous en éloigner, il faut utiliser avec elle un mode de communication qui vous protège, c'est-à-dire utiliser des phrases toutes faites, des proverbes, dire chacun ses goûts, vous voyez des choses comme ça, après la pluie le beau temps,
tu as le droit de penser de ça. Enfin, des phrases idiotes qui ne font pas avancer la conversation, mais qui neutralisent la personne en face, qu'elle soit d'ailleurs nocive ou pas, puisque c'est assez neutre, ça va pas la vexer fondamentalement, ça pourra pas la blesser en profondeur, ça va la gêner si elle est honnête, si elle l'est pas aussi, parce qu'elle va se dire, bah tiens, il a compris que ce que je faisais, ça va la mettre en colère, c'est quelqu'un de pervers évidemment. Mais si quelqu'un qui n'est pas pervers, ce qui peut se passer, il va se rendre compte que la communication ne passe plus avec vous, hein, mais il va peut-être vous demander un petit entretien et au cours duquel vous aurez l'occasion peut-être d'expliciter les choses et de dire ce que vous avez ressenti, et le malentendu pourra peut-être être dissipé. Hein. Mais il y a quand même, dans cette situation que je décris brièvement, j'ai peut-être oublié des éléments importants hein, dans les explications possibles, hein, il y en a certainement beaucoup d'autres possibles, il y a quand même un malaise qui reste, ça c'est vrai. Tout le reste paraît effectivement subjectif, hein, tout ce côté pervers, il voit des pervers partout, ça sert à rien de dire qu'il est pervers. Si vous voyez un tigre et si quelqu'un vous dit oui mais il y a peut-être des tigres qui sont gentils, qui n'agressent pas, ils sont 15%, vous n'allez pas attendre de savoir si le tigre appartient aux 15% qui n'agressent jamais, mais encore, je dis n'importe quoi là, hein, vraiment, hein, et vous allez partir, il faut partir dans le doute, et quitte à revenir après, hein, évidemment. Donc là, on a étudié les influences liées à la personne qui a émis le message problématique, à celle qui l'a reçu de façon problématique également. Et on a essayé de voir les éléments de personnalité, les éléments de contexte, les éléments de répétition. Est-ce que ça se répète? Et aussi, il y a une chose à laquelle je n'ai pas pensé, j'aurais dû vous le dire, mais ça m'est sorti de l'esprit. Qu'en pensent les autres de cette personne? Qu'est-ce que les autres en pensent? Bon, on peut se tromper collectivement. Hein. Il y a des pervers qui passent très bien et vous êtes le seul ou la seule à vous en rendre compte. Mais ça peut être utile de savoir ce que les autres en pensent. Hein. Et là, le cas auquel j'ai songé, c'était quelqu'un bien perçu, qui a certainement des complexes d'infériorité, injustifiés d'ailleurs, hein, et qui est dans une logique un peu niaise que moi, on m'a pas enseigné sans doute. Hein. Ce côté cucu qui consiste à ne jamais dire c'est nul. Bon, moi je pense qu'il faut éviter le plus possible de dire d'une œuvre c'est nul. Il faut le dire de façon très rare. Moi je dis très rarement. Hein. En littérature, je l'ai dit une fois, où vraiment, vous savez pourquoi, j'ai fait des vidéos. Là vraiment, j'étais sûr de moi. Nul. D'ailleurs, c'était même pas nul, c'était simplement mauvais. Là, je me sentais le droit de le dire. Mais la plupart d'autres œuvres que je n'ai pas aimées, je voyais qu'il y avait des qualités. Mais tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire ne jamais dénoncer quelque chose qui est mauvais, c'est un travers, je trouve, encore plus important. Donc évitez aussi quand même le biais de confirmation d'hypothèse et de vous auto-persuader qu'il s'agit d'un pervers. Ça peut être plein d'autres choses, mais quels que soient les autres cas possibles, de toute façon, ça vous met mal à l'aise. C'est ça l'indice. L'indice réel, il est là. C'est pas la peine de chercher plus loin. Si ça vous met mal à l'aise, ben vous vous éloignez. Et si c'est quelqu'un de bien, elle va revenir et avoir avec vous un discours constructif. Si c'est quelqu'un de pas bien, elle reviendra peut-être aussi vers vous en tentant ou en ayant l'ambition ou en donnant l'illusion d'un discours constructif qui ne le sera pas. Et ça sera une technique pour vous ravoir, tout simplement. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'avais pris quelques notes. Si je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, ben je ferai une autre vidéo et je verrai déjà vos commentaires. Et voilà, donc on ne pourra plus vous reprocher après cette vidéo de voir des pervers partout. Bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.